Pour moi, une crise, c'est une situation exceptionnelle pour laquelle les professionnels ne sont pas habitués à réagir et pour laquelle il est nécessaire qu'on puisse organiser les choses, justement pour éviter la panique, pour éviter une désorganisation qui mettrait en péril l'activité ou nos patients. Alors, je suis venue aujourd'hui pour avoir un peu plus d'explications sur le nouveau guide qui est sorti un peu avant l'été. Et puis me permettre d'avoir des informations pour compléter mon plan blanc qui est déjà écrit. Voilà, voir si j'ai rien oublié et également d'apprendre un peu plus sur comment on peut s'entraîner à faire des exercices dans l'établissement. Nous, on était l'hôpital de proximité, finalement à quelques minutes du drame, mais pas du tout prévu comme tel. Donc de là, que ce soit l'hôpital Lanval, que ce soit un centre, un cabinet infirmier, j'aurais tendance à dire, que ce soit le CHU, le centre de référence, les gens ne sont pas posés de questions, à juste titre, ils ont vu l'hôpital, ils ont pris leurs victimes, leurs amis, les personnes qui étaient blessées avec eux, et ils sont allés à l'accueil de l'hôpital. On a eu une quarantaine de patients qui sont arrivés avec des adultes, des enfants, et dans une situation où on était au courant de strictement rien. Un flot de patients qui arrivent avant même que le plan blanc ait été mis en place et avant même que les structures soient organisées. C'est un afflux massif, non programmé et non anticipé. Dans ce type de situations qui sont absolument exceptionnelles et fort heureusement, on va être confronté à changer nos pratiques et à avoir des pratiques qui sont des pratiques de chirurgie de guerre pour lesquelles on n'est absolument pas formé. Il n'y a pas d'ego médical et ça c'est une notion qui est très importante à dire, c'est-à-dire que ce jour-là, vous allez être un technicien pour gérer un problème technique. Vous n'allez pas être un médecin ou un infirmier pour gérer un patient avec de l'empathie. Parce qu'il est possible que, en tant que technicien, au bout de 10 minutes, vous commencez à faire quelque chose et on vous fasse partir autre part et qu'il y ait quelqu'un d'autre qui sera à ce moment-là aussi compétent que vous. Et il faut que l'équipe sache que tout le monde est interchangeable pour gérer la suite. Et ça, c'est très, très, très important. Donc, pour résumer, dans ce genre de situation, il n'y a pas de place pour les super-héros. Ça, c'est très important. On est tous les maillons d'une chaîne et si les maillons d'une chaîne tiennent, le système va fonctionner. Il faut s'entraîner en simulation, il faut débriefer. Ça me paraît fondamental. Et pour conclure, donc voilà l'intérêt majeur des entraînements, pas que pour les urgentistes, mais pour tout le monde. Il faut simplifier les messages d'alerte. Ça, il faut que ça marche. Maintenant, je crois que ça marche. Il faut qu'il y ait des dossiers papier simplifiés. Il faut qu'il y ait une organisation architecturale qui soit structurée et qui soit bien pensée et qui soit pas pour des histoires de salles, mais plutôt pour des histoires de fonctionnement. Il faut qu'il y ait une bonne coordination, qu'il y ait du matériel interchangeable, et puis n'oubliez pas que la presse, c'est une période très très vulnérable aussi. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. C'est important de faire des retours d'expérience parce que c'est des situations qui sont exceptionnelles et pour lesquelles la majorité des praticiens de santé n'ont pas été formés ou ont été formés à travers des livres, à travers des reportages, mais ne connaissent pas la réalité des faits. Et puis ces situations vont forcément complètement dégrader le mode de fonctionnement habituel d'un hôpital, la place du médecin, son rôle, son ego, etc. Donc le retour d'expérience est fondamental. Alors les éléments importants à prendre en compte, ils sont de plusieurs ordres. D'abord, il faut que tout le monde soit formé dans l'équipe. Ça, c'est très important. Il faut que la gestion d'une situation d'attentat, ça va du standardiste de l'hôpital au médecin ou au chirurgien confirmé, en passant par le brancardier, par l'équipe de cuisine, que tout le monde soit formé. Et on ne peut pas se permettre d'avoir des maillons de la chaîne qui manquent. Donc c'est très important qu'il y ait une formation qui soit globale, que l'intérêt de cette formation soit exposé aux différents acteurs de l'établissement. Exposer, ça veut dire expliquer pourquoi finalement s'il y a un maillon qui manque, le système peut s'écrouler parce qu'on n'est pas présent 24 heures sur 24 à l'hôpital. Et je pense que c'est ça ce qui est très important. Ce qui est très très important aussi, c'est de montrer que si la situation survenait, le suivi des équipes serait assuré et le suivi sur le plan psychologique parce qu'on sait que c'est des situations qui sont très très impactantes pour le personnel à court, moyen et très long terme, même une fois l'épisode passé en fait. Et donc j'arrive sur le BAB, je suis doublé par tous les camions sirènes hurlantes, que ce soit les pompiers ou la police. Et je suis arrivé côté écoquartier. Donc en fait la façade a été épargnée ce côté-là et je n'ai pas perçu immédiatement l'étendue des dégâts. Les salariés procédaient à l'évacuation des résidents. Ils les installaient côté jardin sous le préau, car le feu continuait dans la casse en face. Il y avait des explosions qui continuaient et il y avait des objets qui chutaient. Il y avait des explosions avec des objets qui chutaient du ciel. Pendant quelques minutes, nous pensons que nous allons devoir évacuer entièrement les résidents de la structure. Mais pour les loger où ?
Avec quel équipement? Quelles équipes pour les accompagner? Puis très rapidement, en accord avec monsieur le maire, nous proposons de doubler les chambres intactes, avec un second lit par chambre, de solliciter toutes les familles pour savoir s'ils peuvent loger leurs parents la nuit, de solliciter les collègues directeurs d'EHPAD du réseau du Pays Basque pour accueillir en urgence une dizaine de résidents de l'unité Alzheimer. La ville de Bayonne mobilise plus de 40 agents municipaux pour déblayer, nettoyer l'établissement, pour retirer toutes les baies vitrées cassées et les remplacer par du plexiglas et du mélaminé. Les salariés du séquier, mais également ceux des autres structures de l'association, affluent en nombre pour aider à la remise en état des locaux. L'explosion a eu lieu le 12 mai à 10h54. Le 13 mai à 17h, soit 30 heures après l'événement, nous avions retrouvé la pleine capacité d'accueil. Nous disposions à nouveau des chambres entièrement nettoyées, protégées du vent et de la pluie, bref, un état de fonctionnement presque normal. Il y a la cellule de crise et il y a la cellule de crise de l'État. Il faut faire la jonction avec les deux. Donc quand on va à la cellule de crise de l'État, il y a un de chez nous qui y va. Donc je suis arrivé en tenue de déménageur. Le colonel Gessler me voit, vous dehors. On lui dit c'est le directeur général, vous dedans. Voilà. Et donc c'était moi l'interlocuteur pour l'ensemble de l'établissement. Et ensuite à moi d'aller vers ma cellule de crise et de lui dire voilà, il nous demande de vérifier ça. Vous allez faire ça, vous allez faire ça. Voilà, c'est vraiment, et il faut arriver à faire la bonne coordination entre la cellule de crise de l'État et la cellule de crise établissement. Alors, une des difficultés majeures, c'est que lorsque on est en situation de stress, c'est d'arriver à se coordonner les uns les autres posément, à pouvoir répartir les rôles de chacun afin que la prise en charge soit la plus effective. Alors, ce qu'il faudra anticiper, c'est essayer de réfléchir en amont à sa cellule de crise interne pour, le moment venu, pouvoir l'activer le plus rapidement et être plus réactif dans la difficulté. Et dans tout ce qui est donc plan de crise ou d'urgence, par définition, il y a des choses qu'on doit connaître où on sait où aller les chercher. Donc par rapport, par exemple, à Angoulême, on a un réseau intranet. J'ai mis dans un endroit, donc à destination de tous les cadres, de tous les médecins, le plan blanc général, l'annexe SSE, l'annexe NRBC, et puis toutes les fiches épidémiologiques qu'on trouve, recommandations, HAS. Donc tout ça, c'est structuré, on clique, on a la fiche. On n'a pas à chercher dans un classeur, dans un truc. Alors, c'est un document qui, au sein d'un établissement, permet d'aborder tous les volets qui peuvent survenir au niveau de situations exceptionnelles. C'est-à-dire que ça peut être un attentat, ça peut être un feu, ça peut être tous les problèmes, les risques que l'on rencontre dans un établissement de santé. Ça n'est pas que sanitaire. Eh bien, c'est simple, il faut s'approprier ce document, c'est-à-dire ça passe par des entraînements, des exercices thématiques, où on met en situation réelle, bien que ce soit de la simulation, donc un groupe d'individus, c'est-à-dire des services. Si on fait un plan SSE, ça peut être le déménagement des urgences vers un autre service de façon à accueillir des fuyards ou des victimes d'attentats. Et ça se travaille et ça se pilote depuis une cellule de crise hospitalière qui doit être, elle, vraiment entraînée. Donc une simulation de cellule de crise consiste à réunir des professionnels, par exemple au sein d'un établissement, qui sont de métiers différents et qui vont se mettre en situation de potentiellement gérer une situation de crise. Donc il s'agit d'un exercice effectué en amont d'un événement ou bien a posteriori. Un conseil, ça serait plutôt d'essayer déjà d'identifier des situations qui pourraient se présenter, voire ou bien de travailler à partir de situations qui se sont déjà produites dans l'établissement et donc d'identifier en amont les professionnels qui seraient à solliciter et qui seraient susceptibles de participer à une cellule de crise. Qu'est-ce qu'une cybermenace? On pense surtout à un acte d'un pirate informatique, un méchant en fait qui veut nous attaquer, un méchant qui nous en veut à nous particulièrement. Mais globalement en fait il y a beaucoup plus que ça. Il va y avoir des erreurs de manipulation, il va y avoir aussi des actes non malveillants, c'est-à-dire que par exemple absence de personnel de l'exploitation, malheureusement ça risque de moins bien fonctionner. Il y a tout ce qui est accident, rupture de service, coupure réseau, la pelleteuse qui coupe la fibre optique, ça marche un peu moins bien le réseau après. Et après, effectivement, il y a les malveillances et c'est ce qu'on entend le plus, en fait, effectivement, dans la presse. Alors, tout dernièrement, en fait, ces derniers temps, les établissements de santé sont effectivement relativement touchés par des attaques cyber.
Est-ce qu'ils le sont particulièrement par rapport à d'autres domaines? C'est pas tout à fait sûr parce que le niveau, en fait, la quantité d'attaques progresse très fortement, quels que soient les domaines confondus. Alors, en tant que conseil, ça serait se préparer parce qu'effectivement, on voit que les attaques se généralisent, s'automatisent, deviennent de plus en plus fréquentes. Donc, il y a un jour, finalement, les établissements sont touchés. Et ils sont touchés parce qu'on a des éléments de notre système d'information qui va être vulnérable ou des personnes qui font des actions qui mettent en danger finalement l'établissement. C'est pourtant des petites actions anodines, mais qui mettent en danger en fait tout un établissement. Donc il y a tout un tas de choses, de mesures de sécurité à mettre en place. Un bon nombre le sont déjà, il faut juste que le périmètre soit intégralement couvert pour être totalement protégé. Depuis 2007, de la même façon que le plan blanc est arrivé en 2006 dans le sanitaire, en 2007, le plan bleu est devenu le plan bleu élargi, il aurait peut-être fallu le changer de nom, et c'est devenu un plan de gestion des risques. Nos outils, on a un manuel de crise et un mémo, un petit mémo d'alerte qui est donné aux collaborateurs au moment de leur intégration, où on leur explique effectivement ce que c'est qu'une crise, et quel est le moment. Donc on leur a proposé 5 questions qui leur permettent de dire si je réponds oui à une de ces 5 questions, alors il y a une crise et alors j'alerte. Les numéros d'urgence, les éléments clés à communiquer, l'attitude à adopter et la communication extérieure. Et ça, c'est vrai que c'est remis à tous les salariés dans leur livret d'accueil. Le déclenchement peut concerner donc la crise interne ou externe à l'établissement. Et la nouveauté, et c'est vrai que c'est pas forcément connu, mais on nous demande aujourd'hui de se préparer à l'accueil de personnes venant de leur domicile ou venant d'autres établissements. Donc effectivement, dans le plan bleu, on demande aux directeurs de réfléchir à leur capacité d'accueil. Et d'ailleurs, dans la fiche de synthèse qu'on transmet à l'ARS chaque année, on va dire, voilà, nous sommes en capacité d'accueillir tant de personnes dans ces conditions-là. Et donc de préparer un stock qui va être conséquent pour pouvoir accueillir ces personnes. Et puis, on a fait un gros travail de sensibilisation des personnels. Les personnels sont formés, sensibilisés, savent ce que c'est que le plan bleu, savent ce qu'il contient, et avec, chez nous en plus, une vraie sensibilisation sur tous les risques épidémiques, GEA, canicule et grippe, puisque ce sont vraiment les 3 qui peuvent nous mettre en difficulté. En fait, pour chaque thème, on a une fiche action où, par mission, par homme, par humain, par fonction, on a, si j'ai une mission, si j'ai une cellule de crise canicule, je suis directeur, voilà mes actions. Je suis responsable technique, voilà mes actions. Je suis cadre de santé, voilà mes actions, etc. Et puis, au fond, quand même, préserver le bien-être et la santé de nos résidents en toutes circonstances. Bien évidemment, les établissements médico-sociaux n'échappent pas aux crises. Alors on rencontre des crises, bien sûr, dues à des problématiques techniques, une défaillance technique, une coupure générale de l'électricité, un incendie, une inondation. Donc effectivement, et on doit se préparer à ce type de crise. Alors, ce qu'on a appris, nous, c'est qu'effectivement, il fallait anticiper, se préparer, identifier, lister et ensuite créer des documents, des supports et surtout former les équipes en amont afin qu'au moment où la crise arrive, chacun soit en capacité de savoir quelle est sa mission pendant la gestion de crise. Ah oui, alors ça c'est un sujet sur lequel je milite énormément puisque nous travaillons et particulièrement en EHPAD où on a énormément de remplaçants, à leur donner, dès leur entrée et même au CDD, un focus sur ce que c'est qu'une crise, ce que c'est qu'un événement indésirable grave, quels sont les outils. On a des outils, le mémo de crise, le classeur des fiches réflexes, pour que chacun sache quelle est sa conduite à tenir en fonction de l'événement qui arrive. Et ça, c'est fait pour tout le monde. Et j'insiste aussi, on n'oublie pas les équipes de nuit. Parce que sur un planning, on ne prévoit jamais d'avoir 2 remplaçants la nuit, mais dans les faits, ça peut arriver. Et donc, incendie, formation incendie, qu'est-ce que c'est qu'une crise, qu'est-ce que c'est qu'un EIG, qui j'appelle, qui je préviens, et je me reporte à la fiche réflexe de la situation concernée.
il faut anticiper les ressources nécessaires, il faut anticiper les échanges avec les différents interlocuteurs, que ce soit la presse, que ce soit l'agence régionale de santé. Donc il faut l'anticiper, il faut le préparer. D'un côté, je suis médecin et j'ai fait de la santé publique, de l'autre côté, journaliste. Et il y a des moments où je faisais le grand écart et les adducteurs de la tête ont beaucoup souffert. Donc, je crois que le problème aujourd'hui, enfin, ce dont il faut bien être conscient, juste un aparté, je n'ai pas de PowerPoint et vous pouvez m'interrompre si vous avez quelque chose à me dire en plein milieu, ça ne me dérange pas. Je veux dire que une chose dont il faut bien être conscient aujourd'hui, c'est que dans une crise, quoi que vous fassiez, même si vous vivez dans un blocos 300 mètres sous terre, ça sortira. Ça sera d'une façon ou d'une autre, bien, mal, de façon mensongère ou de façon exacte, mais ça sortira. Ça sort par tous les canaux, par toutes les possibilités imaginables et même inimaginables. Il y a toujours des gens qui ont intérêt à parler, pour dire une connerie ou pour dire un truc vrai, mais qui parlent. Donc, il ne faut plus se mettre la tête dans le sable et faire les autruches. Quand il y a une crise, il faut se dire que vous allez avoir à la gérer médiatiquement. Tout peut sortir. Donc il faut absolument, je pense, vraiment, sur ces questions, quand survient la crise, il faut être béton, informé. Il faut donc avoir à identifier, je crois aussi, ça c'est une chose qui me semble importante, identifier un communicant ou une communicante et qui soit vraiment performant. Quitte à faire appel à des sources extérieures si c'est difficile en interne. Je peux comprendre que ce soit difficile dans les petites structures. Et ces méthodes de désamorçage, de prévention, sont aussi utiles en médecine qu'en gestion du risque sanitaire. Je crois que malheureusement c'est inconciliable parce que la presse et les médias réclament leur indépendance. Ce qu'il faut simplement, c'est établir, je crois, de bonnes relations et surtout fournir de l'information. Le problème, c'est le secret. Quand on ne dit pas les choses, c'est qu'il y a un complot, qu'il y a un loup. Donc il faut que les établissements, en cas de crise, apprennent à communiquer de façon régulière avec un intervenant compétent et qui donne l'information nécessaire et la plus exacte possible. Enfin, dernière étape, après la gestion d'une crise, il y a l'après-crise. Et ça, c'est tout aussi important à prendre en compte pour mieux accompagner les équipes dans le suivi de ces événements qui auront des répercussions sur leur quotidien. Et donc, il faut les préparer par des débriefings. Il faut aussi utiliser ces événements comme des temps où on peut revenir dessus par des retours d'expérience et de mieux apprendre et améliorer ces procédures. Donc tout ceci se prépare, se vit et se suit. Se réunir, arriver à faire des ateliers sur ce sujet, c'est quelque chose d'important. Et c'est le rôle du CECA, puisqu'il a sa position, d'organiser ce type de réunion pour effectivement essayer de faire une débriefing, une amélioration d'expérience utile à tout le monde dans les hôpitaux à la fois de type sanitaire mais médico-sociaux qui sont maintenant aussi impactés par ce type de prise en charge.